suis comme toi, je parle comme toi, je bouge comme toi, je fais comme toi. Donc si t'oublies ma couleur de peau et mon prénom, regarde, on est pareil. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Moussa Tal, fondateur de 101 Réseau, entrepreneur social et militant de l'émancipation économique et financière. Bonjour Moussa. Bonjour Thierry. Alors Moussa, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu incarnes super bien le thème de ce podcast, celui de la transformation. Ton parcours, c'est en quelque sorte celui d'une ascension à rebours, d'une émancipation lente, difficile, courageuse, depuis les marges jusqu'à la reconquête de toi-même. Un chemin qui parle puissamment à notre humanité commune. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin Moussa. Tu es né en 1989 à Matam, au Sénégal, dans une famille Peul, 11e d'une fratrie de 14 enfants. Ton enfance est marquée par la malnutrition, la fragilité physique et très vite par une forme d'abandon. À 4 ans, tes parents s'expatrient en France et te laissent au pays. 3 années sans eux, à naviguer de maison en maison, sans socle stable. Encore aujourd'hui, tu dis, ce manque-là, j'essaie toujours de le combler. En 1996, tu rejoins enfin tes parents à Rennes. Là, un autre décalage commence. Tu arrives dans une ville blanche où ta famille est la seule noire. Tu dis que la Bretagne t'a marqué par sa lumière, sa vibrance, mais aussi par son froid. Premier choc culturel, premier Noël sans cadeau, mais avec des rêves d'enfant. Tu parcours les catalogues pour choisir ce que tu offriras un jour peut-être à tes propres enfants. Tu grandis sous le poids de l'injonction silencieuse à la discrétion. Tu n'es pas chez toi ici, te disent tes parents, et la société te le confirme quotidiennement. Tu veux être un Power Ranger rouge, mais on t'impose le noir. Tu subis la violence du racisme ordinaire, mais tu refuses la révolte. Tu revendiques « je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai subi beaucoup de violence, mais j'ai choisi de m'en séparer ». Tu traverses l'enfance et l'adolescence en jonglant entre écrasement social et suradaptation, bon élève, élu délégué de classe, mais sans les codes. Après le bac, c'est un peu l'errance, la fac par défaut, les petits boulots au McDo, une dépression latente que tu ne comprends pas. Il faudra attendre 2022 pour que tu apprennes que tu es TDA, sans hyperactivité, ce qui explique les difficultés de concentration et d'engagement que tu éprouves parfois. Ce sont des rencontres qui te remettent debout, t'accompagnent, puis une enseignante qui croit en toi. Tu reprends des études en alternance, tu décroches un premier master en finance, puis un second à l'EDEC. Mais le monde bancaire dans lequel tu évolues t'étouffe, tu confies que personne ne t'inspire, personne ne te ressemble. Alors tu crées 101 Réseau pour transmettre ce que tu aurais aimé recevoir, des clés pour comprendre, des outils pour s'émanciper. Tu interviens dans les écoles, les quartiers, tu parles d'argent, de budget, de dignité. Tu le dis toi-même, je ne me suis pas fait moi-même, j'ai été tenu à bout de bras par des gens qui ont cru en moi. Alors aujourd'hui, tu choisis de redonner et à ton tour de tendre la main. Moussa, ton chemin, c'est un manifeste vivant de transformation sociale, transformation personnelle, transformation aussi du regard qu'on porte sur ses propres blessures. Tu nous rappelles qu'on peut naître au croisement de toutes les fractures et en même temps choisir d'en faire un pont. Bienvenue sur le chemin, Moussa. Merci Thierry pour ce beau message. J'ai apprécié écouter le résumé un petit peu de ce qu'on a pu partager déjà. Et ça me fait du bien de l'entendre dit autrement et par quelqu'un d'autre. Super, précisément, Moussa, je voulais te faire un peu réagir sur ce parcours que tu viens de réentendre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est beaucoup de choses qui sont assez mélangées. De la joie déjà, de me dire, c'est vrai que c'est pas évident de dire ces choses-là. Quand on parle d'abandon, de malnutrition, etc., c'est une réalité que j'ai souvent occultée et que j'ai refusé de même assumer. Par honte et aussi par bienveillance pour un petit peu protéger ma famille, mes parents, parce que c'est pas de leur ressort, c'est pas de leur responsabilité. J'avais pas envie qu'on attache ces termes-là, ces mots qui sont durs à leur endroit. Donc aujourd'hui, de pouvoir le dire comme ça un peu ouvertement et de l'assumer, ça fait du bien. Ça fait comme un poids que je ressens plus au niveau de mes épaules. Aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants et en fait, je suis content de pouvoir un petit peu mettre des mots
là-dessus et de m'habituer à pouvoir raconter cette histoire-là sans difficulté, sans rancœur, sans sentiment négatif vis-à-vis de ça. Je pense que c'est important en fait d'avoir une rétrospection qui va être forcément biaisée d'une manière ou d'une autre, mais qui me semble quand même assez proche de ce que je ressens aujourd'hui. Quand je regarde mon parcours et que je vois des gens comme un petit peu des lumières en fait qui jonchent mon parcours et qui me permettent de retrouver un petit peu cette joie de vivre, cette envie. Et en fait, c'est les personnes qui sont à l'origine de ça. Ouais. Beaucoup de reconnaissance. On aura l'occasion de revenir en fait sur ces rencontres déterminantes pour toi, sur ton chemin. Mais avant ça, Moussa, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Alors soyons honnêtes, est-ce que tu as enfin pu devenir ce Power Ranger rouge qui te fascinait tant quand tu étais enfant? Alors, quelque part, oui. Oui, j'ai pu enfin le devenir. Je pense que j'ai pu le devenir assez tôt. C'est-à-dire que après l'enfance, l'adolescence, j'ai pu un petit peu me démarquer, choisir ce que je voulais faire et tester des choses. Donc, je pense que j'ai pu le devenir assez rapidement. Mais qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin du costume de Power Ranger. C'est plus ça, c'est que le costume que je voulais mettre, j'ai pu l'essayer. Ça m'a fait drôle, mais finalement, bon, c'était sympa, mais on passait à autre chose. Et que là, aujourd'hui, par contre, j'ai plus besoin de ce costume dont j'avais tant besoin quand j'étais petit. Ce podcast, il parle de transformation. Toi, tu dis que tu as été souvent dans le camouflage, dans l'adaptation. Comment tu as fait finalement pour découvrir ton potentiel de transformation? Comment tu as trouvé ta voie, ton chemin? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu y parviennes? Je pense qu'au départ, c'est une capacité qui était absolument nécessaire pour survivre. Quand je m'adapte, c'est pour rester en vie dans un environnement qui est nouveau, qui est très différent de celui que je connais et dans lequel je me retrouve très isolé, très seul. Tout de suite, le réflexe, c'est de dire « Ok, je vais faire comme les autres pour être traité comme les autres, pour faire partie du groupe. » Et donc, ça a été au travers de la langue, des codes, la façon de s'habiller, des jeux. En fait, on se met à regarder les mêmes choses, d'avoir les mêmes références. Et en fait, on mime l'autre pour le rassurer, en fait, pour dire, bah, je suis comme toi, je parle comme toi, je bouge comme toi, je fais comme toi. Donc, si tu oublies ma couleur de peau et mon prénom, regarde, on est pareil. Et ça me permettait de survivre dans l'environnement dans lequel j'ai été propulsé d'un coup. Est-ce qu'il y avait un coût à ça? J'imagine que nier son identité, qui on est profondément, est-ce que pour toi, tu le vivais douloureusement? Alors, je l'ai jamais vécu de manière douloureuse jusqu'à ce qu'on me renvoie cette différence. En fait, quand j'allais dans un environnement et que je m'y adaptais, c'est-à-dire quand je rencontrais mes copains de classe, que je me mettais à parler comme eux, etc. Et qu'ensuite je revenais dans un environnement plus naturel, on va dire, et que parfois je laissais échapper des tics de langage ou une façon de faire, une façon de parler, on allait me rejeter en fait, simplement. Donc c'est le rejet qu'on essaye d'éviter et que ça fait un peu un retour de flamme quand on rentre chez soi parce qu'on nous renvoie une forme de traîtrise, comme si on avait basculé dans l'autre camp. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai ressenti cette violence puisque j'essayais de la cacher. C'est-à-dire que selon les groupes de copains avec qui j'étais, j'avais pas envie qu'ils voient cette autre facette de moi parce que eux-mêmes allaient pas comprendre en fait. C'est-à-dire, Ouais. mais t'es qui en fait? Tu Ouais, fais c'est semblant. ça. Quel bord tu es, Ouais. quoi. Sans savoir qu'on peut être de plusieurs bords et de plusieurs horizons. Exactement. Moussa, à quel moment, toi, tu dirais que tu as commencé à te défaire de ce regard des autres et justement, de ces camouflages, de cette suradaptation? Alors, je dirais pas que je m'en suis défait complètement. Je dirais plutôt que j'ai appris à l'accepter et à ne plus accepter que le regard de l'autre me dérange moi, en fait. Mmh. Je suis OK avec le fait d'adapter ma façon de parler et ma façon de communiquer sans pour autant avoir l'impression de me pervertir. En fait, quand je suis arrivé en France, j'ai appris à parler le français. Mmh. Et je l'ai appris à Rennes dans un contexte, donc avec des expressions. Et en fait, c'est juste naturel et humain de parler comme l'autre pour se faire comprendre. Mais très tôt, j'ai remarqué que même dans cet environnement, la façon de parler allait beaucoup changer selon le milieu social. Ce qui n'était pas si vrai chez moi au Sénégal. C'est-à-dire que quand je parle Peul, il n'y a pas beaucoup de différence entre le gars au coin de la rue et le propriétaire de 5 hectares qui a beaucoup d'argent. Alors qu'en France, oui, il y a une vraie différence entre les groupes de population. Et en fait, je comprenais pas parce que je me dis, mais ok, je dis ça, mais je reste le même. Je reste Moussa, je fais attention à ce que je dis, je suis respectueux, je suis poli, je veux pas qu'on me parle mal non plus, je veux pas qu'on me manque de respect, donc les mots ont de l'importance pour moi, et même dans les jargons. C'est-à-dire que dans les quartiers un peu populaires, etc., on se parle d'apparence de manière un peu peut-être violente, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde. Personne ne m'insultait, j'insultais personne. C'est quand j'ai rencontré mon épouse qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit, tiens, c'est bizarre, tu changes de comportement quand t'es avec telle ou telle personne. Et je lui ai expliqué, je change pas de comportement, je change de langage, Ouais. de façon de parler. Mais le comportement, il reste le même. Je fais toujours des petites blagues. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi, en discutant avec elle,
à assumer ça et à dire en fait non, je change pas de comportement. D'accord. Ce qui est curieux, on n'aime pas Donc, t'es trop. confort avec ça, en fait. Je suis Quelque part, confort. tu prends l'ascenseur pour t'adapter au niveau de communication qui est attendu de ta contrepartie. Exactement. Pour avoir une meilleure qualité de communication, te faire comprendre et comprendre toi-même. Et je pense qu'au-delà de me faire comprendre, je pense qu'il y avait un enjeu pour moi à me faire accepter et aimer Mmh. de l'autre. Ouais. Je pense que c'est pour ça, parce que en réalité, même si j'adapte pas exactement au même niveau, je me fais comprendre. Ouais. Et je vais aller dans le détail pour essayer vraiment de faire un effet de miroir, en fait, Ouais. et du coup, de déclencher chez l'autre un sentiment de fraternité quelque part. À l'instant, tu en parlais, en fait, tu as grandi entre deux mondes, Moussa, l'Afrique et l'Europe, ton pays d'origine, le Sénégal et la France. Quel impact cette double appartenance, finalement, elle a eu sur ta construction, sur qui t'es aujourd'hui, sur ton chemin aussi? Je pense que c'est déterminant dans la mesure où les valeurs dont j'ai hérité par ma culture, donc ma famille, ces valeurs-là m'ont jamais quitté. C'est-à-dire que les valeurs de partage, de respect, on est une famille de 14 enfants, machallah comme on dit chez moi, mais il y avait quand même une importance particulière à respecter l'aîné. Il faut respecter son aîné, Mmh. et quand on le fait vraiment bien, on respecte aussi les cadets, parce que c'est une forme d'échange. Et ça, je l'ai toujours gardé avec moi. Mais ce que m'a apporté la France quand je suis arrivé, en fait, c'est pas vrai de dire la France. Ce que m'ont apporté mes amis, les gens que j'ai rencontrés, c'est d'autres valeurs. Notre culture, elle est particulière parce que il y a une identité tellement forte qu'on essaye de faire entrer l'autre dans notre culture. C'est-à-dire qu'on l'invite et on voit ça comme une très bonne chose. Mmh. On le fait venir et on lui donne les outils pour communiquer avec nous, on lui dit ce qu'il faut faire et comment il doit se comporter. Pour nous, c'est quelque chose de généreux. Mais on n'a jamais appris à laisser l'autre s'exprimer comme il est dans notre culture. Mmh. Il faut que tu enlèves cette partie de ta personnalité et que tu t'adaptes à la nôtre. Et en fait, ce que j'ai vu chez les autres, c'est qu'on me demandait pas toujours. Moi, je le faisais naturellement parce que justement, c'était aussi attendu que les gens le fassent quand ils viennent dans ma culture. Donc, quand moi, j'entre dans la leur, je viens avec leur code. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça m'était pas forcément demandé. Et que quand je laissais un petit peu d'ouverture, et de partage, bah, c'était accepté avec beaucoup de curiosité, plein de questions, et que je pouvais, en faisant cet échange, finalement, être Mmh. un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Ouais. Et c'était quoi le pivot, en fait, qui a permis cette acceptation-là? Tu crois, entre avant, pas tellement toléré, puis maintenant accepté? C'est quoi la différence? Je pense que c'est de voir comment les gens ont pu accepter des choses que je pouvais peut-être parfois redouter. Et en fait, j'ai appris à mettre un contexte à la différence et dire: «OK, de ton point de vue, ça peut paraître, complètement fou de se dire que, par exemple, je fais telle ou telle chose avec ma famille. Je sais pas, qu'on égorge un mouton à l'Aïd, ça paraît fou». Je lui dis: «Mais en fait, au Sénégal, on n'a pas cette, industrie agricole qu'on a ici. Donc quand on égorge un mouton, on le fait par nécessité et c'est vraiment un acte, en fait, pas du tout anodin. Donc culturellement, ça vient d'un endroit, on a gardé ça un petit peu, mais Mmh. la viande, c'est quelque chose de rare, de rarissime. C'est quelque chose de très noble, et cetera. Et les bêtes qu'on a, on les garde avec nous toute une vie parfois. Donc d'essayer de mettre un contexte et d'expliquer pourquoi on faisait certaines choses et que c'était pas malveillant, que ça venait pas d'un endroit mauvais, mais que c'était une forme de reconnaissance, parce que c'est pas facile de se confronter à Ouais. ça. C'est plus facile de ne pas regarder et de consommer, mais de devoir faire cet acte-là, qui est aussi violent pour nous et qu'on n'a pas forcément envie de Ouais. faire, on le fait pas avec plaisir, Ouais. mais du coup on y réfléchit à deux fois avant de consommer, avant de gaspiller, Ouais. voilà. Oui. Donc c'est une façon de partager certaines choses très concrètes. Après, avec la réaction, quand c'est accepté, on se dit: «Ah, finalement, j'ai eu tort Ouais. de me dire que je pouvais Ouais. pas leur dire, en fait». Et comme souvent, essayer de comprendre soi-même avant d'être, compris et puis, exercer de la curiosité pour essayer de comprendre ce qui se joue plutôt que de juger, d'emblée, quoi. C'est ça. Et si je peux rajouter une chose, je dirais que c'est de ne pas prêter de mauvaises intentions à l'autre. Mmh. C'est-à-dire que d'être soit neutre, soit bienveillant, de se dire que si cette personne a Ouais. fait ça, peut-être qu'il y a une explication Ouais. derrière, puisque si on connaît la personne et que c'est quelqu'un avec qui on partage Ouais. les choses, il doit y avoir une explication qui justifie quelque part, ou en tout cas qui explique ce comportement que nous, on n'est pas capable de comprendre aujourd'hui. Laissons une chance au produit, au moins au début, quoi. Ouais. Alors tu dis souvent, Moussa: «Je me suis pas accroché, j'ai été tenu à bout de bras». Est-ce que tu peux, nous parler finalement de ces personnes, de ces rencontres qui ont été des points d'appui déterminants sur ton chemin? Oui, clairement, je me fais aucune illusion sur le fait d'avoir été tenu par des personnes extraordinaires pour moi. Dans ma scolarité, par exemple, dès la 5e, j'ai un professeur qui m'évite tout de suite de décrocher au niveau scolaire parce il est derrière moi, en fait. Il me lâche pas, il me met une telle pression que je peux pas me cacher. Et il le fait si bien que je me mets à aimer les maths.
En fait, il m'a donné de l'intérêt pour les maths. Et après, oui, j'ai aimé les maths. Mais en premier lieu, il m'a donné l'intérêt pour les maths. Ce professeur, il s'appelle Monsieur Simon. Et il a fait ça pour beaucoup de personnes. Et ça a été le premier. Et derrière, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'à chaque moment un peu difficile où j'allais, pour des raisons que j'ignorais à l'époque, décrocher. C'est-à-dire que j'allais avoir du mal à me concentrer en classe, etc. J'allais un peu jouer sur les facilités que je pouvais avoir à avoir quand même des bonnes notes pour ne pas en faire trop. J'ai quelques profs qui ont fait en sorte que j'en fasse suffisamment pour rester dans le train de l'école, dans le train de la vie, qui puisse me conduire là où ça m'a conduit. Et il y a d'autres personnes qu'on pourrait même pas imaginer. Par exemple, j'ai mon médecin traitant qui est plus en activité, docteur Xavier Leprince à Rennes. Lui, j'ai vu en terminale tout le bien qu'il faisait. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avais des difficultés à ne pas aller en cours, etc., j'allais le voir et j'étais pas bien, il me mettait en arrêt. Et des fois, je me posais la question, est-ce que j'exagère? Est-ce que je fais semblant de pas être bien? Parce qu'à l'époque, je sais pas que j'ai un TDA, je sais pas ce qui me traverse, je sais pas pourquoi je vais être broyé du noir pendant plusieurs jours et ne pas vouloir du tout bouger de mon lit. Et du coup, quelque part, j'étais malade, mais je savais pas pourquoi. Et lui, il m'a permis de rester scolarisé, de dire oui, mais t'es malade, il se passe un truc, je sais pas exactement quoi, mais ça va aller dans 3 jours, 4 jours, puis ça va pas, tu me reviens. Et il a quelque part cru en moi, il m'a permis de m'accrocher. Et en fait, un truc de fou qu'il a fait pour moi, ce docteur, c'est quand j'étais en terminale, je savais pas quoi faire. Je connaissais pas l'univers des études supérieures, donc classe préparatoire, je savais pas ce que c'était. J'en connaissais très peu sur les écoles de commerce. Donc quelque part, je voulais réussir, mais je savais pas trop comment. Et là, mon médecin me conseille, il me dit, mais qu'est-ce que tu aurais le plus envie de faire? Je lui dis, bah, les écoles de commerce, ça a l'air intéressant, mais j'ai regardé, c'est hors de prix. En fait, c'est pas accessible. Et là, il me dit, passe les concours déjà. Et je dis, oui, mais c'est ça le problème. Les concours, ils sont déjà payants, ils sont déjà inaccessibles. Et là, il me fait une proposition qui me fait tomber presque de ma chaise. Il me dit, donne-moi les documents. Moi, je m'en occupe des concours. Passe-les. Et j'étais confiant pour les passer et avoir les concours. Et je dis, mais après quoi? Parce que j'ai pas envie de commencer ma vie endettée avec un crédit que je pourrais pas rembourser. Enfin, c'est juste pas possible. Et là, il me dit droit dans les yeux avec un calme absolu, t'occupe pas de ça. Moi, je m'engage pour cette partie-là, je vais gérer. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est fou parce que on parle de sommes quand même assez importantes. Et derrière, il me donne son adresse mail personnelle et il me dit, moi, je te propose ça en tout cas, je crois en toi et j'en reviens pas en fait. Et une des choses qui fait que j'accepte pas à l'époque, c'est aussi mon éducation par rapport à ma famille. J'avais l'impression de peut-être mettre mes parents dans une difficulté en acceptant l'aide, surtout financière, de cette personne. Mais par contre, le simple geste qu'il a fait à ce moment-là, ça a eu un énorme impact. Ça a eu vraiment un énorme impact. Et en fait, des personnes comme ça, on en rencontre vraiment tout le temps. Et puis la dernière qui m'a fait reprendre mes études après ce passage un peu difficile, post-bac, où je sais pas quoi faire et je commence à travailler en même temps. Je prends mon indépendance financière. Je quitte le foyer à 18 ans. Et derrière, je me perds un peu dans cette affaire. Et c'est pareil, c'est un professeur, c'est Marina Joncourt, maître de conférence à l'Université de Rennes, qui me rattrape et qui me tient vraiment à bout de bras parce que si elle n'est pas là, je reprends pas mes études. Je trouve pas le chemin que j'ai trouvé. Elle me parle de l'alternance. Elle défend mon dossier auprès du doyen parce que j'ai énormément d'absence. En fait, à la lecture de mon dossier, on se dit, mais pourquoi on lui donnerait une chance à celui-là? On a du mal à comprendre pourquoi elle défendrait mon dossier. Et puis derrière, ça le fait. J'ai des très bonnes notes. Je la remercie à chaque fois parce que je sais qu'elle a compté. En fait, c'est un moment vraiment déterminant. C'était vraiment des personnes qui ont joué un rôle déterminant à chaque fois. Et en fait, quand on les met bout à bout, on se dit, mais on enlève une de ces personnes et peut-être que le parcours, il est radicalement différent. Et c'est fou de se dire ça. Ouais. Et justement, avec le recul maintenant, et là, t'en parles très bien, c'est quoi ton analyse de ça? Qu'est-ce que ça t'a incité à être ou à faire, connaissant maintenant l'impact que ça a eu sur toi? Ce que ça m'incite à faire, c'est justement de garder en tête cette bienveillance vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire de se dire, OK, il y a une situation qui peut peut-être paraître un peu absurde ou anormale, ou en tout cas une situation qui est déplaisant à regarder. Mais en fait, si on s'intéresse vraiment à la personne, on regarde, on essaye de trouver le contexte, l'explication, on va peut-être comprendre des choses et tout le monde vaut la peine d'être aidé. Il n'y a pas une personne sur Terre qui mérite pas, entre guillemets, qu'on lui tende la main et qu'on lui ouvre la porte, en fait, sur quelque chose. Peut-être que de leur point de vue, c'était pas grand-chose, mais pour moi, ça avait une valeur inestimable. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement, pour tendre la main quelque part, même à l'inconnu, quelqu'un qu'on connaît pas, mais parce que on s'est intéressé 2 minutes à lui et qu'on a vu quelque chose qui résonne en nous. On se dit souvent, mais on peut pas aider la Terre entière. C'est pas ce qu'on demande. Mais la Terre entière peut s'entraider. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aider la Terre entière, mais on commence par une ou deux personnes par rapport à son envie, ses propres motivations, en essayant de chercher chez l'autre
notre propre reflet. Et c'est peut-être ça qui m'a permis de survivre, c'est d'essayer de projeter chez l'autre un reflet de lui-même, parce que c'est de là que naît une forme de compassion. Et en fait, d'aller chercher au-delà de ça, de dire, OK, est-ce qu'il me fait pas penser à quelqu'un que je connais qui aurait pu se retrouver dans cette situation-là? Est-ce que moi, dans ces conditions-là, ça aurait pas pu être moi? Et aujourd'hui, c'est ça qui me motive à redonner quelque part, à remettre une pièce dans la machine. C'est-à-dire que j'ai eu ce que j'ai eu, j'aurais pu avoir plus, j'aurais pu avoir moins, mais dans tous les cas, c'est pas seul que je l'ai obtenu. C'est quelqu'un a bien voulu prendre 5 minutes de son temps et s'intéresser à moi. Peut-être un petit point de précision, si tu veux bien en parler, parce que c'est quand même très intime, sur ta condition TDA, parce que je pense que ça peut intéresser des personnes qui peut-être ont des symptômes que toi tu avais à l'époque. Tu t'es soigné, tu vas mieux, tu me l'as confié. Donc peut-être en une minute nous dire en quoi ça consistait, qu'est-ce que c'est que cette condition et comment toi tu as pu finalement l'adresser pour vivre mieux avec. Alors, mon TDA, quand je me fais diagnostiquer... Et peut-être déjà dire ce que c'est la TDA. Alors, en fait, c'est un trouble de l'attention. C'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, pour moi, c'est sans hyperactivité. Et en fait, cet handicap, puisque c'est un handicap, déjà, il est génétique. Lorsque le parent est sujet, il a à peu près 50% de chances de pouvoir le transmettre aux enfants. Donc, moi-même, j'ai normalement 40% de mes frères ou sœurs qui sont atteints du même handicap. Et en fait, ça peut se traduire différemment selon les individus, mais globalement, c'est un manque de dopamine qui fait que on aura du mal à impulser, en tout cas à se motiver pour faire certaines choses. On aura du mal à fixer sa concentration et on aura aussi une capacité à être hyper concentré, hyper focus sur un sujet, sur un moment, parce que il y a cette dopamine, c'est-à-dire qu'il y a cet intérêt qui fait que l'aspect de la nouveauté, il y a aussi l'urgence qui fait ça. Et en fait, moi, c'est l'urgence qui m'a fait tenir jusque-là. C'est-à-dire que à l'école, je faisais tout au dernier moment, la veille pour le lendemain, vraiment tout le temps, toute ma scolarité, y compris les examens, y compris le bac. J'ai révisé la veille pour mon examen à chaque fois. Et en fait, j'ai jamais compris ce que c'était parce que les autres me renvoyaient peut-être comme si je pouvais être feignant parfois ou peut-être suffisant. Et moi, j'avais l'impression de tout donner pour pouvoir faire ça et ne pas y arriver. Et d'à côté, d'être capable de faire un travail monstre sur un autre sujet, en fait, et de pas le pouvoir le mettre à l'endroit que j'ai envie de le mettre, à l'endroit qui est intéressant de le mettre. Et en fait, c'est au quotidien très difficile pour soi, mais aussi pour son entourage. En fait, on est constamment dans des montagnes russes avec des moments de down où on n'est pas capable de bouger pendant plusieurs jours et des moments de up où on est sur un sujet et on a l'impression qu'on va tout refaire. Et à quelle occasion tu as été détecté? En fait, comment ça s'est passé? Ça a été une démarche volontaire ou une coïncidence? Alors, ça a été une démarche volontaire qui part en fait du constat de justement faire tout au dernier moment, qui fait que ça a été difficile pour moi de valider à chaque fois mes diplômes. C'est-à-dire que pendant l'année, je tournais à 14 de moyenne, mais il fallait rendre un mémoire, il fallait rendre un projet. Et ce projet-là, en fait, sur lequel il fallait mettre du temps, je le faisais pas. Je procrastinais et en fait, je me mettais en danger à chaque fois. Et en fait, là, comme je reprenais un master à l'EDEC, je voulais pas rater parce que j'y mettais de l'investissement personnel. Je voulais absolument pas me mettre en danger. Donc, je me dis, je vais consulter un psychologue. Et de là, il me renvoie vers un psychiatre. Et ce qui a été difficile, c'est de ne pas avoir l'échec scolaire. Parce que quand on me disait, est-ce que tu avais des problèmes de concentration? Ma réponse était non. Mais en fait, j'en avais si je me mettais pas au premier ou au deuxième rang. Et en fait, tout part de là. Cette volonté de changer de métier, de vouloir faire une école de commerce prestigieuse et de me dire, je veux mettre toutes les chances de mon côté, donc je vais me faire aider. Et en me faisant aider, en fait, j'ai pu avoir ce diagnostic. Et c'est comme si on avait allumé la lumière dans ma vie ou qu'on m'avait mis des lunettes. Et là, je pensais voir bien, mais en fait, je voyais flou et que je me rendais pas compte. Et maintenant, ça consiste en un manque de dopamine, si je comprends bien, cette condition. Et comment, en fait, tu l'as adressé, comment tu l'as traité? Alors, l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, il y avait très peu de cadres. En fait, quand on n'a pas de cadre et qu'on a un TDA, ça vient rendre les choses encore plus difficiles. Et du coup, il y avait une possibilité de s'adapter sans médicaments, en ayant une structure, en ayant un cadre, des habitudes, etc. Ce que je n'avais pas. Et sinon, il y a la possibilité de prendre des médicaments. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été le médicament qui m'aide à fonctionner une partie de la journée, à tenir même quand j'ai pas trop d'intérêt, ou en tout cas moins. Quand j'ai moins de dopamine, ça m'aide à faire quand même ce que je dois faire. Et après, de temps en temps, si le sujet, par exemple, c'est un sujet qui me botte, qui me fait kiffer, là, j'ai pas besoin. Là, je m'en passe. Et... Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, grâce au traitement que tu suis, tu as une vie tout à fait normale et que tu as adressé complètement cette condition? Je dirais pas que je t'ai adressé complètement, mais j'ai une béquille sur le sujet. Et ça m'aide à mieux comprendre et en fait, à ne pas me battre contre l'handicap, mais à plutôt faire les choses avec, en prenant en compte que il se peut que demain,
j'ai pas la motivation, mais il se peut que dimanche soir à 23h, je commence à faire quelque chose. Okay. Mais à ce moment-là, je le ferai. Merci en tout cas de ton témoignage et te rendre vulnérable par rapport à ça. C'est jamais très facile de parler de ces conditions, mais en fait, je pense que ça peut être une aide vraiment majeure pour ceux et celles qui nous écoutent pour se dire, moi aussi je ressens ces symptômes et il y a un chemin, il y a une possibilité d'en sortir et de vivre beaucoup mieux avec cette condition-là. Donc, merci pour ta contribution. Moussa, est-ce que toi, tu as développé, on a commencé à en parler un petit peu, mais des rituels, des habitudes? Est-ce que tu as eu des influences fortes qui t'ont permis vraiment de t'aligner avec qui tu es aujourd'hui, outre les rencontres que tu as eues, dont tu as parlé? Je dirais pas que j'ai des rituels, mais c'est vraiment l'entourage qui joue ce rôle-là. C'est-à-dire que les personnes dont je suis au contact, parfois vont renvoyer des choses qui vont réussir à me challenger en fait et à me donner envie d'aller toujours un peu plus loin dans ce que je veux faire et qui ont me donné envie d'y croire déjà en premier lieu et après de mettre les moyens derrière. Donc pour moi, c'est plutôt par les rencontres que par les rituels. Ouais, c'est un bon rituel en fait, finalement de se dire que c'est jamais fini, qu'on peut toujours explorer, aller à la rencontre pour se faire aider, pour finalement nous orienter sur nos chemins quand on est un petit peu perdu. Sur ton chemin précisément, toi, tu as dû recevoir pas mal de critiques et tu as dû faire face, comme beaucoup d'entre nous, au doute, à l'incertitude, parfois ressentir ce fameux sentiment de l'imposteur. Comment toi, tu as pu adresser tout ça et comment tu as pu les surpasser aussi, ces sentiments? Alors, le sentiment de l'imposteur, je l'ai pas beaucoup eu. Je l'ai eu, on va dire récemment avec, si je peux dire, mes pairs, dans le sens où j'ai rencontré des gens qui avaient des parcours que je trouvais moi extraordinaires, un peu atypiques, etc. et avec qui jusque-là, j'avais jamais pu échanger. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti le sentiment d'imposteur où je me dis finalement, je suis pas du tout exceptionnel parce que je regarde toutes ces personnes que je rencontre et je les vois vraiment comme une lumière aveuglante. Et c'est à ce moment-là que je vais ressentir un petit peu ce sentiment d'imposteur. Je me dis, mais est-ce que je suis vraiment capable d'aller plus loin, etc. Mais sinon, ça a été souvent l'inverse pour moi, c'est-à-dire j'étais dans des endroits où je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression de pouvoir faire plus D'accord. et pas avoir la possibilité de m'exprimer en fait. C'est-à-dire que je demandais à en faire plus et on me disait de patienter, d'attendre. C'est intéressant aussi de voir l'autre perspective, c'est-à-dire que tu te sentais pas limité, au contraire, tu te sentais vraiment en pouvoir, avec beaucoup de potentiel, mais un potentiel qui n'était pas exprimé, quoi. Donc comment, toi, tu as justement permis que ce potentiel s'exprime? C'est tout le thème de ce podcast, hein, de libérer son potentiel, devenir qui on est. Donc comment tu as pu, toi, te libérer justement de ces freins pour libérer ce potentiel? En fait, j'ai d'abord refusé justement qu'on me limite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de me limiter, d'arrêter ma progression, moi j'ai décidé de m'en aller. C'est-à-dire que je changeais d'employeur, je changeais de formation, je reprenais mes études. Des vraies ruptures, quoi. Donc des vraies ruptures à chaque fois. Et ça m'a maintenu en vie suffisamment pour rencontrer des personnes grâce à leur aide, en fait, la main qu'ils m'ont tendue. Eux, ils m'ont permis justement de pouvoir exprimer ce potentiel-là. Donc quand dans une organisation, tu as atteint un certain plafond, en fait, tu disais, c'est pas moi le problème, c'est l'organisation, c'est le contenant. Exactement. Et donc, ta solution, ta réponse a été de changer de contenant pour pouvoir avoir un peu plus d'espace, pour pouvoir exprimer ton potentiel, quoi. Exactement. C'était de me dire, en fait, j'essaie de leur montrer. Mmh. S'ils le voient pas, c'est peut-être que c'est autre chose qu'ils attendent et que c'est pas franchement du résultat et de la performance. Ouais. Et en fait, si c'est pas de la performance, je vais faire autre chose pour essayer, moi, de performer, puisque c'est ça qui me motive. Je refuse de croire à l'expérience par la durée, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait 3 ans quelque chose que je suis compétent à faire cette chose-là. Mmh. Et au contraire, c'est par les actions et les choses que je suis capable de faire et de démontrer, peu importe le temps, quelque part, puisque le résultat, il va être là. Et en fait, je me dis, il faut que je trouve un endroit où le résultat compte autant que l'expérience. Effectivement, c'est pas la durée qui compte, c'est l'impact, c'est la valeur, où tu peux finalement donner le plus d'impact au potentiel que toi tu amènes dans un projet, une organisation. Et c'est comme ça que tu mesures en fait l'intérêt pour toi du rôle ou la fonction dans laquelle t'es, quoi. Ouais, c'est exactement ça, de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je suis capable de m'adapter? Parce qu'on a beaucoup parlé d'adaptation, en fait, ça, c'est une compétence que j'ai développée tout au long de ma vie. Et que dans un environnement nouveau, je suis capable d'éponger un certain nombre d'éléments pour ensuite voir, moi, qu'est-ce que je peux apporter, quelles compétences je peux déployer pour vraiment faire la différence. Et en fait, c'est d'être dans un endroit où on a une capacité de faire ça. C'est ça aujourd'hui que je recherche, en fait. Et c'est ça qui a fait que je me suis un petit peu sorti du cadre corporate dans lequel j'étais pour me dire, OK, en étant seul mais entouré,
je suis en capacité aujourd'hui de m'exprimer sur les sujets que j'ai envie et de, en même temps, pouvoir compter sur les échanges, d'être au contact de personnes qui ont, elles aussi, fait des choses, etc. Et je me dis, mais en fait, je vais entretenir ça. D'un côté, ce vivier de rencontres, de personnes influentes qui vont pouvoir me faire grandir. Et de l'autre côté, moi, ma capacité à rester maître de ma situation, en fait, d'être prêt à agir au moment où l'opportunité se présente. Super, on voit que tu as déjà beaucoup cheminé, aussi bien dans la compréhension de ton propre parcours que des différentes étapes que tu as passées. Quand tu regardes ça, en fait, toi, Moussa, ça a été quoi l'impact finalement de cette transformation sur toi dans un premier temps? Quel impact? Et aussi sur les autres? Alors, la rupture était difficile et douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a la crainte, en fait, on a un sentiment de saut dans le vide qui est très présent au départ. J'ai des flashbacks de cette peur du vide que j'ai eue, en fait, en me disant, mince, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et des fois, je me mets à regarder les offres dans le corporate et à regarder ce que je pourrais faire, alors que mon ambition, elle est pas là. Ouais, c'est le plan B, quoi. Voilà. Ouais. On prépare un plan B alors que c'est pas du tout notre sujet. Donc, quelque part, en fait, ce sentiment d'inconfort, on apprend à vivre avec. C'est ça la plus grande transformation que j'ai eue, c'est d'accepter l'inconfort, une stabilité qui serait perdue en apparence, en fait, de me dire j'ai plus une situation stable et de changer le regard que j'en ai. Et de ça, de pouvoir l'exprimer sur mes accompagnements, en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a emmené à l'endroit où on est, et y compris aujourd'hui quand je parle d'éducation financière. Par exemple, je suis pas là pour parler de compétences techniques. Je suis vraiment là pour essayer d'expliquer quel est ton parcours qui t'a emmené aujourd'hui à avoir ce rapport-là avec l'argent. Et aujourd'hui, quels sont tes atouts? Qui sont les personnes autour de toi qui pourraient aujourd'hui jouer un rôle moteur pour cette conduite au changement, pour t'emmener vers là où tu veux aller. Puisque seul, je reste convaincu qu'on n'y arrive pas, en fait. Que, y compris dans cet aspect-là de ce que je fais, quand on veut changer, on le fait pas seul, on change pas seul, ça vient pas forcément de notre endroit, ça vient aussi de l'extérieur, et de créer les conditions favorables pour que ce soit fait à notre niveau, mais aussi en comptant sur la chance des rencontres, en fait, quelque part, le hasard de se dire, finalement, je suis tombé sur la personne qui fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir faire un ou deux pas supplémentaires en avant. Alors, tu faisais allusion, on en a parlé un petit peu en introduction, mais tu es le fondateur d'un réseau qui s'appelle 101 Réseau. C'est peut-être le bon moment pour nous en parler un petit peu, en fait, de ce réseau et de ce que tu essaies de faire avec ça, et aussi comment tu essaies d'impacter les autres. Tu parlais donc de l'impact de ta transformation sur toi, mais j'imagine qu'au travers de ce réseau, tu essaies d'impacter ton environnement, donc peut-être un bon moment pour en parler. Oui, alors, c'était dans un coin de ma tête depuis pas mal d'années, finalement. Ce que j'imaginais, c'est comment je peux aujourd'hui me servir de mon expérience professionnelle pour accompagner des personnes qui seraient comme moi dans leur parcours. C'est-à-dire qui n'ont pas grandi forcément avec énormément d'argent, ni un entourage qui avait aussi de l'argent, et aujourd'hui, quelque part, qui n'arrivent pas à naviguer dans le système financier actuel de façon, ce que je dirais, optimale. Et de trouver le juste milieu entre qui on est, justement, les valeurs qu'on a. Moi, j'ai grandi avec des valeurs de partage, d'entraide, etc. De me dire, OK, comment j'utilise le système financier pour pouvoir continuer à faire ça, mais sans le subir. C'est-à-dire que j'essaie de me défaire des sentiments que j'attachais à l'argent. Par exemple, tout à l'heure, on en a parlé de Noël, le fait de, en fait, gérer ma frustration en me disant, OK, je vais imaginer les cadeaux que j'offrirai à mes enfants. Ouais. Mais en fait, cette frustration-là, elle vient se loger quelque part en nous. Et après, quand on a accès à l'argent, on essaie de combler ce vide qui a été créé et on n'y arrive pas. Et en fait, je me suis interrogé beaucoup là-dessus en essayant de voir un petit peu plus loin l'aspect sociologique sur ce rapport à l'argent, en regardant un petit peu des travaux qui avaient été faits, les travaux de Bourdieu, etc. En me disant, mais OK, mais c'est intéressant parce que c'est quoi la différence entre moi et un de mes meilleurs amis qui va parfaitement gérer son argent et qu'aujourd'hui, il est capable d'être CGP alors qu'il n'en a pas fait la formation. Et en fait, c'est dans le comportement où là, on est radicalement différent. Et du coup, je m'interroge, OK, d'où viennent ces comportements? Et là, on trouve un petit peu l'origine et l'explication qui fait qu'en fait, il s'agit pas de compétences. Il s'agit pas de capital non plus, uniquement. C'est sûr que quand on a plus, on a l'impression que si on gagne au loto, c'est bon, tout s'arrange, mais en fait, absolument pas. Ouais. Et le comportement, en fait, il met du temps à se mettre en place. Donc, on met du temps à s'en défaire. Et quand on est seul, pour moi, c'est presque impossible de s'en défaire. Par contre, si on a un entourage de personnes qui sont éduquées financièrement, on va être plus facilement influencé et prendre le plat. Donc peut-être pour plus de concret, en quoi ça consiste en fait? Qu'est-ce que tu donnes toi comme conseil? Comment tu accompagnes les gens ou les jeunes sur ces sujets? En fait, l'idée, c'est de déconstruire un petit peu les idées qu'on peut se faire autour de l'argent et d'aller mettre en lien entre les objectifs personnels, les vrais objectifs, avec des solutions qui vont être adaptées à leur comportement à eux. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de courir avant de marcher, on va vraiment y aller étape par étape. Et la première étape, en fait, c'est de comprendre son rapport à l'argent. Et en faisant ça, en étant moi aussi premier concerné, c'est plus facile pour moi d'essayer de poser les bonnes questions pour savoir, OK,
quel est vraiment ton objectif. Par exemple, on a parlé d'entraide tout à l'heure. Quelque chose qui revient souvent, c'est on veut aider un parent, un proche, et le mauvais réflexe, c'est de lui donner directement de l'argent. Parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire, c'est de partager. Et en fait, aujourd'hui, en France, il y a un système qui est complexe, pas compliqué, mais complexe quand même, et qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a des outils à notre disposition pour créer quelque chose qui permette de donner ce résultat-là, donc de créer un revenu récurrent, puisque c'est ça, en fait, qu'on cherche à faire, pour aider le prochain. Donc, au lieu d'aller lui donner tous les mois 200 euros, ben, on va essayer de trouver une solution au travers de l'investissement, de l'épargne, pour régler cette problématique-là. Et on va aligner les deux. Et derrière, en fait, on va aller plus loin, on va chercher quelles sont les contraintes de cette personne. Aujourd'hui, on va vous dire, oui, l'épargne de précaution, pour quelqu'un de lambda, on va dire, c'est peut-être 2, 3 mois de salaire. Et pour quelqu'un qui est lui-même la première ressource au sein de son environnement familial, en fait, il faut qu'il fasse son épargne de précaution, mais il faut qu'il fasse aussi l'épargne de précaution de ses parents, de peut-être son frère. Puisque lorsque l'urgence va arriver, pour lui ou pour ses parents, ça va être lui qui va être le premier concerné. Donc c'est plus une éducation à Voilà. son rapport à l'argent. À son rapport à l'argent, à son que les comportement. techniques purement de placement, Exactement. même si j'imagine tu dois couvrir. Elles viennent également après. ces sujets-là. Elles viennent après parce qu'en fait, finalement, la solution, c'est juste un moyen. Mais par contre, de comprendre le cadre et les contraintes inhérentes au parcours social des personnes qu'on accompagne, en fait, ça va me donner plus d'impact que leur dire, bah voilà ce qu'il faut faire. Évidemment, ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu avais eu toutes les conditions prérequises pour le faire. Aujourd'hui, on les a pas, donc on va oublier ce plan-là. Et on va faire un plan entre les deux qui va prendre en compte la situation et qui va peut-être embarquer avec toi une ou deux autres personnes déterminantes. C'est-à-dire qu'on va peut-être, au lieu de faire un plan pour tes parents, en fait, tes parents, on va les mettre dans le projet avec toi. Comme ça, il y a cet effet de groupe, en fait, qui va se créer. C'est-à-dire que tu n'es plus seul en train de régler un problème. Tu es avec ton groupe, avec ton environnement pour essayer d'atteindre un objectif. Et en faisant ça, on essaye de solutionner des problèmes. Donc, si on veut avoir recours à tes conseils, à ton assistance, comment on procède en fait? Alors, tout simplement, on peut me trouver facilement sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram, et sur lesquels on peut prendre un rendez-vous gratuit pour déjà savoir est-ce que je suis en capacité de pouvoir justement vous aider à trouver une solution. Et toi, j'irais ton profil d'accompagnement idéal, entre guillemets, c'est plutôt des organisations, des individus, des écoles, où est-ce que tu interviens en majorité? Alors, là où j'interviens principalement, ça va être avec des chefs d'entreprise, des dirigeants, particulièrement ceux, comme j'ai décrit, qui n'ont pas forcément l'environnement familial et social qui leur permet de bien gérer. Et donc, aujourd'hui, c'est de faire de l'accompagnement personnalisé de chefs d'entreprise pour eux, leurs salariés également, et trouver des solutions adaptées pour pouvoir construire un patrimoine personnel et professionnel qui va être adapté à leur situation. Très clair. Moussa, on arrive presque à la fin de notre conversation. Si tu avais un conseil, toi, à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son chemin de transformation, qui n'est pas aussi avancé que tu peux l'être toi-même, qu'est-ce que tu aurais à lui dire aujourd'hui? La première chose, en fait, c'est de ne pas renoncer à cette quête qu'on aurait si on a envie d'avoir quelque chose dans sa vie, que ce soit matériel ou immatériel, de pas se dire que c'est fichu. Et en même temps, de pas penser que ça ne tient qu'à soi. C'est absolument pas le cas. Faut croire en l'autre, faut croire en l'humanité quelque part et se dire je vais rester ouvert moi à des rencontres, à des discussions, à des mains tendues. Je vais essayer d'y aller et parfois je vais y aller pour rien et de garder en tête qu'on a soi-même des choses à transmettre. Et moi je crois beaucoup au karma quelque part ou à la chance, on peut appeler ça comme on veut. Et en fait parfois on aide quelqu'un mais sans contrepartie. Quand on aide quelqu'un sans contrepartie, il y a des choses qui se produisent parfois miraculeusement et qui ont l'air d'être le fruit du hasard. Donc c'est de rester vraiment ouvert soi-même sur cette possibilité-là et d'être la personne dont on aurait besoin aujourd'hui. C'est-à-dire d'être pour quelqu'un d'autre la personne dont on aurait besoin pour nous aider à avancer ou à obtenir ce qu'on cherche. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Donc rester ouvert, curieux, donner pour espérer recevoir et effectivement être au monde ce qu'on aimerait qu'il soit pour nous. Exactement. Gandhi, je crois qu'il disait ça. Donc tu t'en fais l'apôtre. À quoi ça ressemble à la suite du chemin pour toi, Moussa? Comment tu l'imagines? Moi, ce que j'imagine, en fait, c'est que 101 atteigne cet objectif et presque n'ait plus besoin d'exister. C'est-à-dire de pouvoir créer un environnement où les personnes sont capables d'aller s'entraider, d'aller chercher ce réseau social ou économique pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Et en fait, moi, ce que j'imagine, c'est d'avoir des personnes qui me rejoignent et peut-être qui prennent le relais sur ce que je fais et qui en font autre chose et que ça permette, entre guillemets, d'incarner à chaque fois cette entraide. Enfin, le parcours que j'ai eu dans ma vie, je me dis, aujourd'hui, en fait, de manière un peu accélérée, c'est de pouvoir créer un environnement où les gens peuvent se rencontrer, peuvent s'entraider, peuvent tirer ensemble vers les mêmes objectifs, que ce soit à leur endroit ou même
peut-être aller chercher autre part. Une forme de communauté, en fait. Une forme de communauté, ouais. Très clair. Avant qu'on refasse ces conversations, toi, tu as une actualité ou une information qui te tient à cœur ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé, qui est vraiment important pour toi, que tu aimerais partager avec les auditrices et auditeurs? Pour moi, une chose qui est importante, c'est de déconstruire quand même pas mal de choses qu'on nous projette par rapport à l'argent. Les discours un peu méritocratiques, les discours un peu quand on veut, on peut, d'un peu se défaire de ça parce que la vie, c'est pas un film d'Hollywood et on n'est pas en capacité de tout faire tout seul. Pour moi, il est important de se défaire un peu du côté super-héros, en fait, qu'on pourrait tous avoir et en fait, de se dire plutôt, on est une communauté, en fait, on est des animaux grégaires, on fonctionne que si on est ensemble. Et seul, malheureusement, on n'y arrive pas. Il faut pas se raconter autre chose quand on réussit. Ouais, et le fameux proverbe africain que je répète souvent sur le podcast parce que je pense qu'il illustre vraiment le propos, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc merci de nous le rappeler, Moussa. Alors Moussa, c'est pas tout à fait fini puisque dans ce podcast, il y a une tradition, comme tu le sais, ça s'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est que je vais te soumettre à plein de questions et l'idée pour toi, ça va être d'y répondre en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Cool. Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? En ce moment, je lis Parasite de Nicolas Framont. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Oui, il y a le livre de Amadou Apateba. C'est un auteur Peul et c'est un livre qui m'a particulièrement marqué parce que je retrouve mon histoire dans ce qu'il raconte. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Oui, Let Me Love You de Mario. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Ma femme. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Pilote d'avion. Comment commences-tu ta journée? En fait, je commence ma journée avec mes enfants. Quelle est ta plus grande force? C'est ma capacité d'adaptation. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Ce qui me donne le plus d'énergie, c'est mes enfants. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Alors, sur une île déserte, j'emporterai ma famille, donc mes enfants et ma femme. Je prendrai, je pense, un bouquin et une Game Boy. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Le meilleur remède contre le stress, c'est de parler. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? J'aurais aimé savoir comment fonctionne le système éducatif en France pour mieux m'orienter. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est les injustices. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Ce qui me donne le plus d'espoir, c'est l'humain, Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? comme quelqu'un de bienveillant, Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? le chemin de la paternité. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, je mettrais fin aux inégalités dans ce monde. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? J'aurais envie de le dire, ça va aller. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, j'aimerais entendre Roux Savard. Roux, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à Taufik, donc qui m'a recommandé pour ce podcast. Et en fait, Qu'on remercie au passage. qu'on remercie au passage. Et Roux, c'est quelqu'un qui, justement, a décidé de régler un problème qu'il a vécu en étant lui-même au cœur de la solution. Et en fait, lui, il a rencontré des difficultés à son arrivée pour ouvrir un compte bancaire. Parce qu'il y a énormément de discrimination en France sur les ouvertures de comptes. Et aujourd'hui, Roux a développé une néobanque qui s'appelle Welcome Account, qui permet aux nouveaux arrivants en France de pouvoir accéder à un compte bancaire. Et du coup, ça facilite leur installation en France puisqu'on a besoin d'un compte pour travailler, pour se loger, etc. Bon, on est super excités à l'idée de recevoir Roux sur le podcast. Merci infiniment, Moussa, pour être venu jusqu'à nous, pour ton parcours qui nous inspire. Je te souhaite un super bon retour et surtout un bon chemin. Merci beaucoup Thierry. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Moussa. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on a grandi sans rien qu'on ne peut pas transmettre de la richesse. Nos origines n'ont pas à définir nos limites. Ce que nous avons reçu, tout comme ce qui nous a manqué, peut devenir une force à transmettre. Deuxièmement, Moussa nous dit « Je ne me suis pas accroché, j'ai été tenu à bout de bras ». Nous nous construisons rarement seuls. Reconnaître ceux qui nous ont soutenus, c'est aussi cultiver la gratitude et l'humilité. Troisièmement, ce n'est pas la durée qui compte, mais l'impact. Ce que nous faisons de notre temps vaut plus que le temps passé. La qualité prime sur la quantité. Quatrièmement, Moussa nous dit encore « Quand on m'empêchait d'avancer, je partais. J'ai refusé qu'on limite mon potentiel. » Le changement commence souvent par un acte de rupture. Refuser l'enfermement, c'est choisir la vie. Et enfin, on ne change pas seul. La transformation personnelle est une aventure collective. Pour grandir, il faut s'entourer, échanger, se laisser toucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation.
On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.